Leurs coutumes ont traversé les âges. Leur forêt les a toujours nourris et préservés de la modernité. Aujourd'hui, les pygmées de République centrafricaine semblent moins isolés. C'est leur univers, suspendu entre deux époques, qu'un guide français va faire découvrir à 5 touristes. Patrice travaille à la poste. Sa femme Agnès est aide-soignante. Elle est d'une nature plutôt attentionnée. Tout le monde est guéri ou est-ce qu'il y a quand même des personnes qui décèdent de la fièvre jaune? Christophe et Marie-Claude sont 2 Alsaciens qui vivent en lisière de forêt. Ils sont justement curieux d'en découvrir une autre. Sentir, toucher, tactile. Marie-Hélène, elle, est commerciale en région parisienne, volontiers maternelle, parfois moraliste, notamment quand il s'agit d'alcool. T'as vu, quand on boit trop, on fait plus attention à ses affaires. Et pour guider pas à pas ces 5 Français, il y a Olivier. Il explore cette forêt depuis 17 ans. Comment les pygmées survivent-ils au cœur de la forêt primaire? Qu'avons-nous à apprendre de leur savoir millénaire? Ce peuple des forêts a-t-il quelque chose à gagner de cette nouvelle forme de voyage que l'on appelle l'ethnotourisme? Récit d'une aventure déroutante où 2 mondes que tout oppose se rencontrent au détour d'un sentier. Allez, on démarre, là, c'est bien, là. On est parti pour 15 jours d'aventure en totale autonomie. L'aventure commence sur le fleuve Ubangui, au sud de la Centrafrique. Les touristes sont impatients d'entrer en forêt. Des pygmées, ils ne savent rien ou presque. Olivier va les préparer à la rencontre et les mettre en garde. Communiquer avec ces hommes des bois ne sera pas chose facile. Entre 3 et 5 jours, vous verrez vos premiers pygmées. Ils ont un regard très tendre et très doux, et tout de suite, on peut les reconnaître, quoi. Farouches, craintifs, apeurés parfois. Déjà, les premières inquiétudes. Agnès craint de passer pour une intruse. Comment tu crois qu'ils perçoivent notre arrivée quand on va les voir Oui, ils sont curieux de nous voir déjà. Ils vont beaucoup vous observer, l'air de rien. Hein. Vous allez voir, ils vous observent énormément, jour et nuit. Ils voient très bien la nuit. Hein. Je veux pas paraître comme une personne qui vient voir des bêtes curieuses, quoi. Parce que pour moi, c'est un côté voyeurisme. Et j'ai pas du tout ce côté-là. Je veux pas qu'on perçoive mon voyage comme ça. Avant d'apercevoir le premier pygmée, il faut naviguer plus de 200 km vers le sud, quitter la civilisation. Là, on arrive en territoire pygmée. Toute cette partie de la forêt, qui va jusqu'au Congo, c'est le territoire des pygmées. La végétation est beaucoup plus dense, on ne voit plus du tout les berges. Vous voyez qu'il n'y a plus un seul village. Et même le climat change un petit peu, là. C'est un peu plus moite, un peu plus humide. Nous arrivons à Batalimo, l'un des rares villages de la région. C'est un peu la porte d'entrée de la forêt. À chaque voyage, Olivier fait appel à des porteurs. C'est ici qu'il les recrute. Ces pygmées ont quitté la forêt pour trouver du travail au village. Il y a les deux, Django, je ne le connais pas, lui. Ça voulait tomber. Les doigts. Vous voulez être porteur alors? C'est un petit frère. Oui, c'est les petits. Soudain, un homme s'en prend aux pygmées recrutés. Il est visiblement jaloux de l'attention dont ils font l'objet. C'est un Bantou, l'ethnie majoritaire de la région. Les Bantous sont plutôt grands et robustes, et depuis des siècles, ils veulent soumettre les pygmées, plutôt petits et réservés. Alors, ils voulaient bagarrer avec nous, hein, les bons prix là. Mais je voulais frapper, mais à la chasse. À peine arrivés, les touristes s'impliquent et prennent parti. Tu t'en vas, c'est bon. Tu Non, pas ici. Tu t'en vas, d'accord? Les pères là-bas marcher là. Allez, non, tu t'en vas. Olivier va recruter une vingtaine de porteurs, uniquement des pygmées. Bon, ben d'accord, vous, c'est très bien. Ok, voilà. Donc vous pouvez... Personne ne connaît mieux la forêt qu'eux, elle est leur mère nourricière. Olivier n'emploie pas de Bantous,
qui harcèleraient dès leur plus jeune âge les pygmées. Vas-y, casse-toi. Tu te prends pour un blanc, toi, avec tes fesses de tortue? Votre premier contact avec les pygmées, et déjà, on voit qu'ils sont totalement dénigrés. Incroyable. Des gamins de 5 ans qui se moquent d'un jeune de 20 ans. Incroyable. Leurs parents se moquent des pygmées, donc ils font pareil, tout simplement. C'est vraiment méchant, il leur poussait. Il voulait absolument pas qu'ils nous parlent. Ils parlent pas au français, qu'ils disaient. C'est vraiment très fort, hein. On sent de la haine. Premier choc pour les touristes. Cette tension entre Bantous et Pygmées, ils auront d'autres occasions de l'observer au cours du voyage. On va aller dans la forêt avec vous? Ouais? Ouais? D'accord. Pour l'heure, ils se préparent à entrer en territoire pygmée. Mais avant, il faut régler un détail pratique. Les porteurs ont besoin de sacs pour transporter les bagages du groupe. Et ça se règle en quelques coups de machette. Je suis étonnée de la façon qu'ils font ça. Ils sont habiles de leurs mains. Et puis, bon, j'en serais bien incapable. C'est quoi ça? C'est leur sac à dos. Hein. Il manque une lanière. Ils vont mettre tes bagages là-dedans. Dans les bagages, les vêtements des Français et des cadeaux qu'Olivier a prévus pour chaque campement. Les pygmées n'ont, eux, aucune affaire personnelle. Ils n'en ont pas besoin. Les porteurs partent devant. Ils marchent beaucoup plus vite, au son de leurs encouragements. Les touristes doivent prendre leur premier cours de survie. On va rencontrer de temps en temps une colonne de fourmis maniants, qui sont des fourmis noires, assez redoutables, qui pincent comme ça. Bon. Donc il faut courir d'une certaine façon, à grandes enjambées. Donc là je vais vous montrer un petit peu comment il faut faire. Il ne faut pas lever les talons par derrière, parce que là, les fourmis vont remonter dans votre nuque. Et elles font quoi ces fourmis? Elles piquent comme les fourmis rouges? Elles pincent en injectant une petite substance d'ailleurs en plus. Ouais, donc comme les vaut fourmis mieux rouges. éviter. Ça fait mal. Hein. Donc il faut courir à plein, comme ça. D'accord? C'est drôle, mais c'est comme ça. D'accord. C'est sûr qu'on va en rencontrer? Oui, peut-être une fois par jour. Oui, c'est sûr, au moins une fois. Bon. Voilà. Bon, bah on va y aller. Hein. Sur ce. C'est parti. T'as des informations comme ça tous les 10 minutes? Non. C'est la dernière. Ne vous inquiétez pas. Que des bonnes nouvelles. C'est l'entrée en forêt, le moment tant attendu de tous, ou redouté. Une végétation luxuriante, des arbres gigantesques. Un touriste peut facilement se sentir vulnérable. C'est encore loin? Bah, ça fait 2h20 qu'on marche. On marche. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. On va bientôt arriver. Pourquoi il n'est pas pressé d'arriver? C'est pas la marche qui est épuisante, c'est l'humidité qui fatigue. La chaleur et l'humidité. 90% d'humidité, 30 degrés et une soif qui forcément vous tenaille. Les pygmées vont partager avec les touristes une première astuce. Comment se désaltérer en pleine forêt en coupant une liane, la Mozambie. Ah ouais, c'est vraiment de l'eau. Hein. Patrice est impressionné par tant de connivence avec la nature. Il y verrait presque un cours de développement durable. Et puis c'est un goût fruité. Succulent. C'est une leçon pour nous au point de vue de la consommation parce qu'ils sont là depuis des millénaires et la forêt elle est toujours là. Ils prélèvent vraiment ce qu'ils ont besoin pour vivre et ils ne sont pas matérialistes, ils ne vont pas couper des choses pour en faire des babioles. Pendant que les voyageurs s'émerveillent des vertus de la Mozambie, le pisteur Django s'éclipse. C'est la saison du miel, il a besoin d'un panier pour le récolter. Dès qu'il en aura l'occasion, il montera aux arbres pour dénicher une ruche. À l'en croire, un pygmée peut vivre aujourd'hui encore en totale autarcie, ou presque. On a tout ce qu'il nous faut autour de nous, dans notre forêt. Ce qui nous manque, c'est surtout le tabac et les vêtements. C'est pour cela que nous sommes obligés d'aller travailler en ville.
pour gagner de l'argent et ensuite faire nos achats. Mais une fois que c'est terminé, on revient dans notre forêt. 5 minutes pour tresser son panier et il peut rejoindre les touristes. Avant d'atteindre le bivouac, il leur reste une épreuve. Les fourmis tant redoutées. Vous courez les talons sur les talons. Et ça pique, hein. Moi j'ai senti une piqûre déjà. Donc c'est hard. C'est pas plaisant. Voici le premier campement pygmée. Lambalaoué les petits. Lambalaoué. Quelques huttes traditionnelles, faites de feuilles et de branchages. L'assistant d'Olivier a repéré les lieux il y a 2 semaines. Quand les voyageurs s'installent, ils sont observés à bonne distance. Le dernier passage d'un blanc remonte à plus de 10 ans. C'était un missionnaire. Ça va? Pas avoir peur? Hein? Non. Ah, c'est Guima. Non, tout va bien, tout va bien. Non, tout va bien, tu lui expliques qu'on est gentil. Moi, j'ai pas peur de toi, tu vois. Il ne peut pas faire du mal, vous ne pouvez pas faire du mal à eux. D'accord. Ah oui. Cette jeune pygmée n'a jamais vu de blanc et la forêt fourmille de superstitions. André, l'assistant d'Olivier, et Bantou lui-même trouvent la situation plutôt drôle. Cette pygmée apeurée, il veut la montrer à ses amis de Bangui, la capitale. Elle croyait que des blancs sont des fantômes, quoi. C'est vrai? Oui. C'est ce qu'on dit? Oui. Mais qui dit ça? Le pygmée. L'ethnotourisme demande du tact et de la pudeur. Marie-Hélène tente de rassurer les pygmées et peut-être aussi de dissiper son embarras. Des fois, j'ai un peu peur de représenter les envahisseurs, quoi, mais bon, pour l'instant, ils sont plus impressionnés qu'autre chose. Donc on s'observe, quoi. Première nuit en pleine forêt. Demain, peut-être, le contact sera plus facile. Au petit matin, Olivier tient à remercier les villageois en leur offrant des cadeaux. De quoi se nourrir, se laver et surtout de quoi chasser. Le guide s'adresse au chef qui les redistribuera. Là, il y a le sucre. Hein, le sucre. Il y a 2 savons, allumettes, d'accord, 2 paquets de bâtons blancs. Et ça, là, tu vois, ça c'est un fer de saguet, là. Hein. D'accord. Ça te fait plaisir? Oui. Les autres pygmées attendent sans broncher. Mais discrètement, quelques bantous se faufilent. Des bantous des villes qui viennent au campement acheter à bas prix des produits de la forêt. Des bantous qui se servent sans demander. Olivier doit s'interposer pour défendre les babingas. C'est le nom des pygmées dans la langue des bantous. C'est pour les babingas, c'est pas pour... Non, toi tu peux acheter un mbata, facilement. Lui, il ne va pas à Mbata, au village. Il ne va pas, il reste ici. Donc, les cadeaux, c'est pour eux. C'est pas, excusez-moi, c'est pas pour vous. Vous êtes riches. Eux, ils ont rien. Si tu n'étais pas là, les pygmées pourraient résister. Non, tu vois, ils n'ont rien à dire, là. La villageoise a pris ce qu'elle voulait sur la planche et elle allait partir avec. Hein. Et le chef n'avait rien à dire, là, en l'occurrence. Les bantous imposent leur loi jusque dans la forêt, même si depuis des millénaires, elle est le territoire des pygmées. Je vais vous donner à chacun de vous un sifflet. Ça vous permettra de nous prévenir si vous sentez que vous êtes perdu. Voilà, très bien. Circulez, rien à voir. Ouais, j'espère que j'aurai pas à m'en servir. Le peuple des chasseurs se remet en marche, en imitant le cri des animaux, comme le veut la tradition pygmée. Le prochain campement est à 4 heures de marche pour les touristes, une de moins pour les porteurs, malgré leurs 25 kilos de charge. Ces sentiers, tous les pygmées les sillonnent dès qu'ils sont en âge de marcher pour gagner leur vie.
comme ces 2 journaliers que le groupe rencontre. Là, c'est des porteurs, vous voyez. Il y a un papy là qui est vaillant parce qu'il porte un sac qui est très lourd, avec son fils là, qui porte aussi un sac qui est très lourd. C'est des feuilles de coco qui sont récoltées là par une villageoise qui utilise des porteurs pygmées, qui les charge bien et qui les emmène au village pour les vendre. Voilà. Quelqu'un veut sous-peser le poids du sac? Il doit faire 40 kilos, hein, tu vois, facilement. Hein. Ouais, bah, ça serait déjà trop lourd pour moi. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah, dis donc, t'es costaud, toi. Un enfant au travail, une rencontre dérangeante qui peut jeter un froid sur des vacances. C'est aussi ça, l'ethnotourisme. Allez, on y va. Les marchands qui recrutent cette main-d'œuvre de tous âges, les touristes vont les rencontrer ici, à Karawa. Les porteurs sont arrivés il y a 1 heure. Agnès retrouve Paul, avec qui elle est devenue très complice. Paul, ça va toi? Ouais. Le campement est plus grand qu'hier, plus moderne aussi. Les huttes traditionnelles des Pygmées côtoient les maisons en dur des paysans bantous. Là, vous voyez, on vient d'arriver à Karawa en plein milieu de l'après-midi. Là, on voit toute une série de villageois bantous. Et bon, ils ont l'air d'être tranquilles, hein, là. Hein. Ils attendent simplement que leurs travailleurs pygmées qui sont partis en forêt pour chercher des feuilles de coco, ils attendent tout simplement que tous ces gens reviennent en fin de journée. Et voilà, donc ils sont exploités, et voilà les exploiteurs. Un rapport de maître à esclave qui semble perdurer depuis des générations. C'est le début de la culture pour l'instant. Marie-Hélène aborde le sujet qui fâche avec un bantou du village. Non, apparemment les pygmées et les bantous, ça fait pas... Hein? Ça ne concorde pas. Ah, difficilement apparemment. Hein? Les pygmées considèrent les bantous comme leurs chefs. Ils disent que c'est grâce à nous qu'on leur a montré le chemin, le savoir-vivre, savoir les héberger et tout en leur donnant des habits. Ça ne peut pas changer, ça ne peut pas changer. Pourquoi ça ne peut pas changer? Ça ne peut pas changer parce que le pygmée est trop obéissant parce que ce que vous lui dites, parce que c'est dans le son. Qu'ils soient insultés, battus ou exploités, les pygmées ne portent jamais plainte. Les commissariats sont trop loin de la forêt. Ils n'ont pas de carte d'identité, ni de droit à la propriété. Django est l'un des rares à avoir fréquenté l'école primaire. Il a beau être sûr de lui, lui aussi craint les bantous. Il y a la peur. On a peur d'eux. Ils sont plus grands et plus forts que nous. Moi, je ne peux pas répondre aux insultes d'un bantou. Je suis un pygmée. Je préfère me taire. Nous, on ne peut pas rivaliser. On ne peut pas être l'égal des bantous. C'est pas possible. On a toujours été leurs esclaves. On est des gens d'en bas. Et on restera toujours des gens d'en bas. Les Français posent des questions qui dérangent. Ils détournent aussi certains pygmées du travail que les bantous aimeraient voir achevé. Les touristes commencent à se demander si leur présence ne dessert pas les pygmées. Ils veulent en discuter avec eux, à l'abri des regards. Est-ce que les bantous, par exemple, peuvent se venger sur les pygmées parce qu'on est venu, nous, les voir? On va avoir des problèmes, pas mal peut-être même. Quand on ira les voir pour se faire payer, on leur dira que le travail a été fait, bien avancé, et eux nous diront « je te paierai plus tard ». Et ils ne voudront pas nous écouter. Et puis peut-être qu'ils me prendront quelque chose, ils me voleront mes affaires. C'est comme ça que les ennuis commencent. Demande-leur en quoi c'est important qu'on vienne les voir. Comment on peut les aider sur ce sujet-là? Vous pouvez nous aider en nous donnant des cadeaux, en nous donnant des vêtements. Les cadeaux, ça nous fait très très plaisir. À nous, à nos familles, à tout le village. Bon, ça nous fait beaucoup réfléchir. On était même à dire avec Olivier, voilà, est-ce qu'il faut continuer à venir les voir? Si c'est pour après qu'on crée autant de problèmes. Moi je pense que le tourisme, mais c'est toujours pareil à petite dose, ça peut avoir un effet bénéfique pour les pygmées parce que ça les valorise quand même, qu'il y ait des gens qui fassent des milliers de kilomètres pour venir les voir, qui prennent position. Donc c'est petit mais
Mais ils se sentent moins seuls. On leur a apporté quelque chose. Et puis le principal, c'est qu'on leur a ramené un petit quelque chose. Voilà, ils ont un peu de baume au cœur qu'on soit venu les voir. Ça crée de la discussion en tout cas, hein, tous ces questionnements. C'est intéressant. Étrange voyage dont le bien fondé même est mis en doute par ses participants. C'est pourtant un voyage équitable. 6% du prix payé, 2 800 € par personne, doit être reversé à des projets d'aide aux pygmées. Ce soir, les pygmées vivent un événement inédit. Olivier a transformé leur campement en cinéma de plein air. Au programme, un documentaire des années 30. The pygmies are planning to build a bridge to span a river infested with crocodiles. To build their bridge, the pygmies must accumulate tons of material. Vines must be knotted together to make them long enough to span the river. The pygmy who is to be the first to cross the river and carry the vine to its opposite side must have great courage. Les pygmées découvrent une technique aujourd'hui disparue, celle de leurs ancêtres. La plupart n'ont jamais vu de film. Il n'y a pas d'électricité, donc pas de télévision dans leur campement. Le public est captivé. On est en plein milieu de Centrafrique, là, au milieu de nulle part, et j'observe plus les gens que le cinéma, quoi. Ils sont attirés par l'écran, ils sont à fond. Ça pourrait brûler à côté, ils ne bougeraient pas. Ah, je suis scotché là. Dans cette société qui ne connaît pas l'image, le savoir se transmet uniquement à l'oral. Le souvenir des aïeux n'a survécu qu'à travers les récits des anciens. Sur l'écran, les pygmées sont nus ou presque, quand ceux d'aujourd'hui sont tous habillés. Marie-Hélène est intriguée. Ça leur a fait quoi de voir que leurs ancêtres étaient presque nus, n'avaient pas de vêtements? Pourquoi ils ont besoin d'un pantalon et d'une chemise maintenant? C'est parce que si on se précipite pour s'habiller à la vue d'un étranger, c'est par respect pour lui. On ne peut pas rester le torse nu. C'est ce qu'on nous a appris. Bon, mais on leur apprend, c'est ce qui leur apprend justement. Ce sont les Bantous qui nous apprennent qu'il faut se couvrir devant les étrangers. Il est une tradition que les pygmées n'abandonneraient pour rien au monde, la danse et le chant. Ces chants millénaires, l'UNESCO les a même classés au patrimoine culturel de l'humanité. Les touristes se lancent timidement. Les pygmées, eux, ne leur prêtent déjà plus attention, pas plus qu'à Olivier. Ce sont ces moments très précieux que le guide vient chercher ici chaque année. J'habite au milieu d'une clairière la plupart de l'année et je me retrouve ici un peu comme chez moi. Nous consommons comme des idiots et un jour on va le payer. Et eux vont le payer d'ailleurs pour nous également. Donc si on apprenait beaucoup plus de choses d'eux, de leur mode de vie, on n'irait pas droit dans le mur comme on le va actuellement. Il est 6 h du matin, la nature s'éveille, tout le campement travaille déjà la feuille de coco. Tout le campement, ou presque. Le réveil est difficile, ces vacances sans aucun confort sont tout sauf reposantes. Dire que pour 2 800 €, ils auraient pu se payer un hôtel de luxe. On dort pas super bien, quoi, parce que le soir ils font la fête longtemps. Et puis le matin, dès 5 h, ça y est, ça commence à bouger dans le campement. C'est vrai que des fois on se dit on est un peu fou de payer autant pour dormir dans un camping, mais c'est tellement génial, c'est une aventure tellement humaine. Les porteurs sont debout depuis l'aube et les voyageurs sont aussitôt sollicités.
C'est une plaie infectée quand même. Certains porteurs ont des plaies au dos à cause de leur charge. Très vite, tout le monde se presse dans ce dispensaire improvisé. J'ai mal au dos quand je porte, je sens la fatigue. Je voudrais savoir si la maman peut me donner quelque chose. Mais donner un médicament à un habitant de la forêt n'est pas un geste anodin, surtout pour une aide-soignante. Les médicaments, c'est à double tranchant parce qu'ils n'ont pas l'habitude de nos médicaments avec les substances chimiques. Eux, c'est que du naturel. Donc, est-ce bien de leur donner? Alors, par contre, qui c'est qui a de l'eau pour... Après discussion, Boussimbé reçoit quand même un comprimé de paracétamol. Avec de l'eau. Comme ça, je leur donnerai ce soir. Est-ce qu'ils ont des remèdes dans la forêt? Comment ils se soignent quand on n'est pas là avec nos moyens? Pour répondre à Agnès, le chef du campement accepte de dévoiler quelques secrets. Une demi-heure de marche plus tard, il s'arrête au pied de cet arbre, le mokessa. Il fournit aux pygmées une pommade pour cicatriser les plaies. Quelques copeaux d'écorce mêlés à de la sève et le baume est prêt à l'emploi. Tu l'appliques combien de temps? Parce qu'ils le mettent sur la peau, admettons, tu as une plaie, tu le mets sur la peau, et ils le laissent combien de temps? Comment ils le font tenir? Il suffit de l'appliquer sur la peau, ça colle tout seul, tu le gardes 3 jours, et en 1 semaine, tu es guéri. Comment il sait que c'est cet arbre-là qu'il faut venir chercher l'écorce? Comment il a trouvé l'arbre-là? Quelqu'un lui a montré? Ces remèdes, ça vient de nos ancêtres. Moi, c'est mon père qui me l'a appris. Et moi-même, je l'ai appris à mon fils. Un savoir que les pygmées sont fiers de nous montrer, sortant pour un instant de leur timidité. Ah, et la pharmacie chez nous est quand même plus accessible. Ils sont 15 000 pygmées à vénérer cette forêt. Sans elle, pas d'eau, pas de médicaments, pas de nourriture. Et c'est précisément cette forêt nourricière qui, pour Django, le porteur, est menacée par les grandes sociétés forestières. Cet arbre-là, c'est un sapéli. Il est très important pour nous. Il nous procure beaucoup de chenilles que nous vendons ensuite sur les marchés. C'est notre activité traditionnelle. Elle nous aide à vivre. Aujourd'hui, les forestiers abattent ces arbres. Il y en a de moins en moins. Et nous devons marcher de plus en plus loin pour récolter nos chenilles. Qui sont ces coupeurs d'arbres que Django accuse? Aussi étrange que cela puisse paraître, Olivier a inscrit au programme la visite d'une scierie. Elle n'est qu'à quelques kilomètres de la forêt de Django. Son patron est un Français, André de Souza. Il la dirige depuis 25 ans. Ça, c'est pour l'exportation, quoi. Exportation, d'accord. Ça, c'est l'Allemagne, la Turquie, la Russie. Là, c'est la France. Chaque année, sa société débite ici pour 3 millions d'euros de bois exotiques. Nos voyageurs vont s'improviser porte-parole des pygmées. Et encore une fois, c'est Marie-Hélène qui met les pieds dans le plat, obligeant le patron à se défendre. Pendant certaines années, on était les méchants, on était les termites de la forêt. Alors que c'est faux, les premiers écologiques, c'est nous. Parce que la forêt, c'est notre maman, celle qui nous nourrit, c'est elle qui nous donne du travail. Est-ce que vous replantez pour... Non, on paye une taxe de reboisement, mais on ne replante pas. Donc la taxe de reboisement, vous la payez à l'État? Non, parce que la forêt tropicale se régénère automatiquement toute seule. Est-ce que vous tenez compte des populations pygmées qui vivent dans ces forêts? Bien sûr. Comment vous faites pour respecter ce périmètre dont ils ont besoin, voilà, pour vivre comme ils ont toujours vécu, en autonomie Comment c'est possible, ça? Silence embarrassé du directeur. Ce que fait l'État centrafricain de sa taxe, ce n'est pas son problème. Marie-Hélène, elle, veut croire que ces questions ne resteront pas sans effet. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas sûre qu'il ait vraiment conscience qu'il oblige les populations pygmées à vivre différemment à cause de la déforestation. Peut-être qu'on lui aura apporté une question auquel il pourrait réfléchir, c'est possible. Demain matin, les touristes quitteront la forêt. Leur voyage touche à sa fin. Pour les porteurs, c'est jour de paye. 5 € quotidiens, ça paraît bien peu, mais c'est 6 fois plus que leur salaire habituel.
Je te donne là 10 000. 500, 1000 francs. Django n'a qu'une hâte, 2000. Rapporter l'argent à sa famille. 2000 aussi, 4000. Avec cet argent, je veux acheter des habits pour ma femme, des marmites, des gobelets. Je voudrais aussi faire évoluer ma vie, et surtout celle de mes enfants. Je voudrais qu'ils reçoivent une meilleure éducation avec l'argent que je gagne. Salaire en poche, les porteurs s'isolent pour cacher leurs billets. Ils craignent de se faire détrousser par les Bantous. Django ne s'attarde pas, il préfère marcher dans la nuit noire et être au plus vite en lieu sûr. Le lendemain, à l'aube, l'ambiance est à la boisson. Certains porteurs ont bu toute la nuit. Ils y ont laissé une partie de leur salaire. Mongbaka, lui, a l'alcool triste. Il s'est fait voler dans son sommeil le reste de son argent. En guise de consolation, une petite leçon de morale. Ah ouais. La prochaine fois, tu fais attention, tu bois pas trop. Hein? Il faut pas trop boire. Le groupe quitte les porteurs sur cette note un peu triste. Direction Bangui, la capitale de Centrafrique. Là, dans les quartiers populaires, à l'écart du centre-ville, ils vont rencontrer des pygmées qui ont choisi un autre chemin. X-1, un facteur de X+. Pour Jérôme et ses camarades, c'est l'heure des devoirs. Une ONG de Bangui qui les a repérés prend en charge gratuitement leur éducation. Ils sont lycéens ou étudiants. L'école est pour eux l'unique moyen de devenir des citoyens à part entière. Ils veulent devenir médecins, professeurs ou avocats. Mais cette ambition a un prix. En s'installant en ville, ils ont laissé un peu d'eux-mêmes dans la forêt. J'ai beaucoup perdu la traduction, la majorité des choses que je ne sais pas quoi. Par exemple par exemple, faire la chasse à arbalète, comment lancer la flèche. Bon, il y a beaucoup de choses que j'ai perdues. C'est un sacrifice. Je dois me sacrifier pour les aider. Les touristes ont voulu faire leur connaissance. À la fin de leur voyage, après tant de rencontres, parfois dérangeantes, ils n'ont plus qu'une question en tête. Est-ce qu'ils pensent qu'ils doivent rester dans la forêt ou est-ce qu'ils doivent sortir de la forêt pour être plus civilisés, entre guillemets? Le pygmée a toujours ce cordon ombilical avec la forêt. Même moi qui suis ici, quand je vois cette forêt, là on a écrit Bangui, machin, j'ai toujours envie, je rentre même des moments où pour trouver quelque chose, pour me ressourcer, voilà. Pour me ressourcer, voir, vraiment me sentir au moins que je suis chez moi, quoi. Parce qu'on retrouve toujours ce regard très, très doux. Les Haka, ils ont vraiment un regard attirant, enfin perçant, et vraiment c'est émouvant. Et là, on sait qu'on va partir. Rester dans une forêt menacée ou quitter cette forêt pour mieux la défendre, pour ces jeunes pygmées, le dilemme est cruel. Quant aux touristes, ils repartent en se demandant si leur voyage aura réellement profité aux pygmées. Pour ces derniers, 1 millier d'euros devrait être investi avec l'argent de l'ethnotourisme. La somme contribuera à préserver une culture millénaire, une culture de plus en plus ouverte aux visiteurs et de plus en plus fragile.